Noël 1933. Victor a 27 ans. Ses amis d'enfance le décrivent comme un jeune homme timide. Il a passé sa vingtaine à voyager, Paris, Dresde, Rochester, à apprendre la photographie chez Kodak Pathé, chez Zeiss, chez Eastman Kodak. À son retour à Göteborg, il travaille dans le département photo de l'entreprise familiale. Il y est compétent mais peu épanoui. Son frère cadestique, qui était aussi son meilleur ami d'enfance, est mort jeune dans des circonstances tragiques. Sa mère également est décédée. Et son père s'est remarié, alors Victor a appris à vivre seul. Et puis, il rencontre Erna Nathorst. Elle est très jolie, elle a 18 ans. Et selon les témoignages, à cet instant précis, une partie au moins de la timidité de Victor disparaît comme par enchantement. Ce qui suit ressemble à un roman du 19e siècle. Le soir du Nouvel An, Victor invite sa bien-aimée à souper au Grand Hôtel de Stockholm. Erna vient, mais pas seule. Ses parents, aux principes moraux très stricts, l'ont fait accompagner d'un chaperon. Victor s'attarde dans la capitale, et ce sera Erna ou personne d'autre. À leur troisième rencontre, il la demande en mariage. Elle dit oui, et les parents donnent leur accord. Le 19 juin 1934, le mariage est célébré à l'église de Seglora à l'ancienne, avec 12 demoiselles d'honneur et autant de garçons d'honneur. Victor a 28 ans, Erna en a 19. Le voyage de noces les mène à Skagen, à la pointe nord du Jutland danois. Victor n'a évidemment pas voyagé sans appareil photo. Il a emporté un Leica. Une des photos qu'il prend pendant ce voyage restera célèbre dans la famille. Erna, jeune épouse, tenant un oisillon dans la main. Mais Erna n'est pas une figurante. Très vite, elle se révèle être ce que Victor n'est pas. Gestionnaire, rigoureuse, organisée et stratège commerciale. Elle voit non seulement l'homme qu'elle aime, mais aussi l'entreprise qu'il pourrait bâtir, à condition que quelqu'un s'occupe de tout ce qui n'est pas de la technique photo. Et ce tandem va devenir l'une des grandes forces silencieuses de l'histoire de la photographie. Pendant les années qui suivent, Victor s'enlise. Chez son père, on le pousse vers la sortie au profit d'un fils du second mariage. L'économie de Victor n'est pas brillante pendant ces années-là. Mais Victor n'est pas du genre à laisser les circonstances décider à sa place. En 1937, il franchit le pas qui mûrit depuis des années. Il rompt avec la tradition familiale et ouvre sa propre affaire, Victor Photo, en plein cœur de Göteborg. Magasin, atelier, laboratoire de développement complet, c'est sa première entreprise entièrement indépendante, pas une filiale de fonds paternels, pas une extension des entreprises de ses ancêtres. Erna prend en charge les comptes, l'administration, les relations avec les fournisseurs. Elle libère Victor de tout ce qui le distrait de l'essentiel. Comprendre, expérimenter, améliorer. Dans l'arrière-boutique, pendant qu'Erna équilibre le livre de caisse, Victor démonte des appareils, teste des mécanismes et imagine ceux qui n'existent pas encore. Cette séparation n'est pas seulement sentimentale ou commerciale, elle est stratégique. Les activités traditionnelles de la famille, le commerce de gros, l'agence Kodak, restent du côté paternel. Victor, lui, se concentre exclusivement sur la photographie. Il a maintenant sa propre vitrine, son propre laboratoire et une épouse qui croit en lui pour construire l'infrastructure de ses rêves. Pendant que Victor Photo s'installe à Göteborg, l'Europe bascule. En septembre 1939, la paix en Europe prend fin. Les divisions blindées du Troisième Reich fondent sur la Pologne. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne nazie et la petite Suède se déclare neutre, mais renforce sa préparation militaire face à de sombres pressentiments. Et puis le 9 avril 1940, le coup près tombe sur la Scandinavie. C'est l'invasion simultanée du Danemark et de la Norvège. La Suède encerclée mobilise totalement. Les jours où les navires de guerre allemands passent au large de la côte ouest suédoise sont dramatiques. Dans le ciel volent les avions de la Luftwaffe. Certains pénètrent même dans l'espace aérien suédois. Dans l'un de ces avions de reconnaissance abattus, on trouve un appareil photographique sophistiqué conçu pour la surveillance à haute altitude. Pour l'armée de l'air suédoise, qui n'a aucun équipement comparable, c'est une découverte stratégique majeure. Mais il faut savoir ce que c'est, comprendre comment cela fonctionne et idéalement en fabriquer d'autres. À Stockholm, dans les bureaux du haut commandement de l'air, un nom revient. Un homme à Göteborg qui parle 4 langues, qui a travaillé chez Zeiss, chez Kodak Pathé, chez Eastman Kodak, et qui a publié un livre de photographie en 1935, un homme qui dirige un magasin photo bien tenu, un homme dont le nom est connu des experts, et ce nom, c'est celui de Victor Hasselblad. La requête arrive à Göteborg dans les jours qui suivent. Victor la racontera lui-même plus tard avec sa simplicité habituelle. J'ai reçu une demande qui disait à peu près « Pouvez-vous fabriquer une caméra comme celle-ci » Quand je l'ai examinée de plus près, je ne l'ai pas trouvée particulièrement remarquable. J'ai répondu « Non, je ne peux pas, mais je peux en faire une meilleure » et il obtient immédiatement le feu vert. Victor ne possède pas d'atelier au moment où il accepte la commande. Il en crée un,
précisément en avril 1940. Le local qu'il loue n'a rien d'industriel. C'est une cabane attenante à un garage automobile au centre de Göteborg. À 2 pas, une caisse pleine de matériaux récupérables. C'est dans cette cabane sans plan, à partir d'un appareil ennemi démonté pièce par pièce, que naît le premier appareil de l'histoire Hasselblad. Orchid Slanofor s'en souviendra ainsi. Nous travaillions et nous nous amusions. Nous prenions les nuits à la rescousse. Madame était presque toujours là, aussi intéressée que nous. Elle marchait dans le bric-à-brac ou s'asseyait sur un tabouret. Elle fumait des cigarettes Richemont et quelle beauté c'était. Si des pièces manquaient, nous allions à la casse et nous en cherchions. Quelle inventivité technique il avait déjà à l'époque, et ensuite pendant toutes ces années. L'objectif Biotessar Zeiss de l'appareil allemand est conservé. Tout le reste est repensé. Plus léger, plus précis, plus rapide. Format 7x9, pellicule 80 mm perforée. Vitesse d'obturation de 1/150 à 1/400 de seconde. Obturateur central, contrairement aux gros appareils 13-18 de l'époque, équipé d'obturateurs à rideau qui déforment les sujets en mouvement. 4,8 kg avec son objectif. C'était suffisamment compact pour être emporté dans un avion bombardier où l'espace était compté. Au Nouvel An 1941, l'équipe quitte la cabane pour de vrais locaux d'atelier. Et à ce moment-là, ils ont déjà livré le premier exemplaire à l'armée de l'air. Il porte le nom de matricule militaire suédois HK7, caméra aérienne portable type 7. L'effectif passe rapidement de 8 puis à 20. Entre 1941 et 1943, 240 exemplaires du HK7 sortent des ateliers. L'armée de l'air est extrêmement satisfaite. Maintenant, Victor possède sa propre structure de production. Erna, sa femme, supervise l'organisation interne avec la même rigueur qu'elle appliquait à Victor Photo. Fin 1941, l'armée de l'air revient avec une nouvelle commande. Vos caméras sont bonnes. Nous en voulons une nouvelle avec un plus grand format de négatif pour montage fixe dans les avions de reconnaissance. Le résultat sortira sous le nom de SKA4, format 12-12, motorisé, lunettes de visée avec loupe abaissable à travers le plancher de l'avion. Filtre rouge, vert et jaune, intervallomètre et heure de la prise de vue indiquée sur le bord du négatif. Mais surtout, et c'est l'innovation qui changera tout des décennies plus tard, la SKA4 introduit les magasins de films interchangeables. Ce détail technique conçu pour la guerre deviendra le cœur du système Hasselblad civil après 1945. Mais 1942 apporte un coup terrible. Le père de Victor, Karl Erik Hasselblad, décède. Victor et ses frères et sœurs héritent d'actions de FW Hasselblad & Co, mais en nombre insuffisant pour en prendre le contrôle. En 1943, après des mois d'efforts pour emprunter du capital, Victor prend le contrôle majoritaire de la FW Hasselblad & Co, la maison fondée par son arrière-grand-père un siècle plus tôt. Il prend la barre sans compromis. À 37 ans, il devient directeur général de l'ensemble. Victor Hasselblad AB pour la production, FW Hasselblad & Co pour le négoce et l'agence générale Kodak en Suède, et Igite AB pour la distribution d'équipements optiques. L'atelier se diversifie. La MK80, caméra de reconnaissance terrestre, est testée pendant la guerre d'été finlandaise contre l'URSS. Elle revient avec ses miroirs de périscope percés par des tireurs d'élite russes. 70 exemplaires seront livrés. Au total, entre 1941 et 1945, 342 caméras sortiront des ateliers de Göteborg pour l'armée suédoise. Ce que Victor a construit en 3 ans, c'est une architecture industrielle complète. Importation, distribution, production et un atelier capable de concevoir sur mesure. Il a réuni sous une même direction les réseaux de son grand-père, la formation de ses années de voyage et l'exigence de ses nuits en Laponie. Il possède l'expérience et l'expertise de Zeiss et de Kodak. Il possède la rigueur commerciale qu'Erna lui a apprise. Et enfin, il possède l'insatisfaction permanente qui l'a toujours poussé vers l'avant.